Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour une nouvelle édition de Bonjour chez vous, votre rendez-vous d'information politique et parlementaire avec des débats, de l'analyse et un éclairage sur l'actualité de vos territoires. Dans un instant, place à l'invité politique. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national, député du Nord. On évoquera notamment les élections municipales et l'enjeu de ce scrutin pour le Rassemblement national. Mais avant cela, les principaux titres de ce mardi 26 mai. Emmanuel Macron va dévoiler le plan de relance du secteur automobile. Ce matin, il reçoit les acteurs de la filière à l'Elysée et cet après-midi, il dévoilera les mesures de ce plan dans les Hauts-de-France. Le Ségur de la santé s'est ouvert hier, cette grande concertation avec les acteurs du monde de la santé pour améliorer les conditions de travail de nos soignants. Il y aura, je cite, des hausses de salaire significatives, a confirmé hier le Premier ministre Édouard Philippe. Et puis de nouvelles mesures d'urgence sanitaire examinées cet après-midi au Sénat. Dans le texte, les sénateurs de la région lyonnaise proposent notamment de reprendre le championnat de France de football de Ligue 1 sur avis du Conseil scientifique. Tout de suite, l'invité politique de Bonjour chez vous. Il est porte-parole du Rassemblement national, député du Nord. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Alors nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour parler de divers sujets et on va commencer par le plan de relance du secteur automobile qui doit être dévoilé aujourd'hui par le président de la République Emmanuel Macron. D'ailleurs, il va le dévoiler dans votre région, les Hauts-de-France, à Étaples. Alors qu'est-ce que vous attendez de ce plan de soutien au secteur automobile ? D'abord, je voudrais avoir une pensée pour les ouvriers de Renault qui, dans notre région et dans notre département du Nord, également sur les sites de Douai et de Maubeuge, s'inquiètent. J'en parlais avec notre élu régional maubeugeois, Émeric Merlot, qui me disait qu'effectivement, il y a de l'inquiétude pour l'avenir sur les sites qui ne sont pas encore les 4 sites menacés. La problématique, elle est la suivante. Renault va avoir beaucoup de difficultés à redémarrer et a vu ses ventes baisser très fortement. Que fait le gouvernement aujourd'hui ? En fait, le gouvernement est dans l'incantatoire. Il dit les aides publiques ou le prêt garanti d'État n'aura lieu que si Renault maintient de l'emploi. Je pense qu'il faut aller plus loin. C'est un secteur stratégique, il faut protéger les emplois, il faut aussi redynamiser la marque. C'est ça à terme, c'est-à-dire avoir un champion automobile. Or pour ça, il faut repenser la stratégie du constructeur et l'État a un levier, il est actionnaire. Il peut repenser la stratégie avec les alliances, il faut exiger la protection des sites français. Aujourd'hui, il y a une difficulté sur les sites français parce que ce qui est produit en France, ce n'est pas ce qui se vend le mieux chez Renault. L'État doit pouvoir l'exiger. Je pense que c'est les deux leviers. Alors, sur Renault, ça veut dire que vous demandez le gel des licenciements ? Aujourd'hui, nous demandons que les sites français ne soient pas ceux qui ferment. Donc, effectivement, nous demandons qu'il n'y ait pas de fermeture d'emploi sur les sites français. Et Renault doit pouvoir, à travers la capacité à repenser sa stratégie, notamment, bénéficier de la commande publique de l'État. Nous considérons qu'on doit faire dans ces cas-là du patriotisme économique. L'État doit montrer l'exemple. Il doit flécher sa commande pour renouveler le parc, notamment de voitures de la Poste, de la police, etc. Il doit aller vers le constructeur français. Et puis, il faut repenser la question des alliances. C'est nécessaire. Sinon, les 4 sites que nous connaissons en France, donc le site historique de Flins ou celui de Dieppe, évidemment, vont être durement impactés. Mais ensuite, ce seront ceux de Douai, de Maubeuge, qui seront eux-mêmes impactés. Moi, j'invite d'ailleurs le président de la République à venir à Maubeuge. Il va falloir un moment aussi rendre des comptes devant les ouvriers. Vous savez, Carlos Ghosn avait promis des millions, des centaines de millions d'euros d'investissement pour que ces sites puissent se développer. Où sont-ils ? L'État a une exigence, doit avoir une exigence vis-à-vis du constructeur. Donc vous demandez une commande publique ciblée sur les constructeurs français, c'est-à-dire une commande publique qui n'irait pas à des constructeurs japonais, par exemple comme Toyota, qui crée des emplois dans votre région, les Hauts-de-France. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, mais en ce qui concerne des usines qui sont en difficulté, des sites qui sont en difficulté, l'État, puisqu'il a 15% du capital, doit pouvoir faire ce patriotisme économique, même s'il est, momentané, il doit montrer l'exemple. On ne peut pas juste dire à Renault, ne supprimez pas d'emploi, point à la ligne, on peut être dans l'incantatoire. L'État doit montrer qu'il pèse et puis il y a cette stratégie à repenser. Je pense que c'est la clé pour sauver Renault. Alors parlons de ce plan de relance de l'ensemble du secteur automobile. On a déjà les premières pistes de ce plan. Il y aurait une hausse de la prime à la casse pour acheter une voiture récente, une hausse également du bonus écologique pour acheter des voitures plus propres. Est-ce qu'il faut un virage écologique dans le secteur automobile ? Oui, bien sûr, il faut repenser également tout ce qui est la politique liée aux batteries et à la
consommation de véhicules électriques. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. On sait qu'on est très dépendant de l'Asie sur la capacité à construire des batteries avec des métaux rares. On ne les a pas ici. Eh bien, je pense qu'il va falloir que Renault, notamment, développe la filière hydrogène beaucoup plus et investisse là-dedans. Or, on sait que Renault a été très réticent à cela. Là encore, ça fait partie de la stratégie dans laquelle l'État doit pouvoir actionner ce levier, doit pouvoir s'en mêler. Oui, Renault doit avoir une stratégie qui aille vers l'écologie, qui aille vers l'hydrogène, qui aille vers l'électrique. C'est à ce prix-là qu'on pourra sauver ce champion français. Alors globalement, pour éviter la casse sociale dans nos entreprises en France, on a vu que le chômage partiel pendant 2 mois avait limité cette casse. Au mois de juin, le gouvernement nous a dit hier, enfin en tout cas a annoncé qu'il y aurait un retrait progressif de l'État pour financer le chômage partiel. Les entreprises vont devoir le financer à hauteur de 15%. C'est une bonne décision selon vous? Alors attention, moi je pense qu'il faut faire plutôt du cas par cas parce que vous avez des entreprises qui s'inquiètent, et on le voit avec Renault, pour l'avenir. Et si en plus on surcharge la barque en leur disant ça va être à votre tour de financer le chômage partiel, même pendant quelques mois, ça va alourdir la difficulté. Et puis il y a des entreprises, je pense aux PME, aux TPE, notamment dans l'hôtellerie, dans le tourisme, qui elles, évidemment, ont eu des fermetures administratives et pour lesquelles l'État doit encore être au rendez-vous pendant quelques mois. Donc je pense qu'il faut vraiment cibler les secteurs qui ont encore besoin du soutien fort de l'État en chômage partiel pendant quelques mois et ceux qui peuvent petit à petit s'en dégager. C'est plutôt de la dentelle, j'allais dire, qu'il faut faire et ne pas avoir une décision qui tombe comme ça du haut jusqu'en bas et qui ne voit pas la subtilité du terrain. Est-ce que cette relance sera européenne alors que la Commission européenne prépare son grand plan de relance de 1000 milliards d'euros pour relancer l'économie? Mais cette relance, il faut qu'elle soit d'abord nationale parce que les 500 milliards d'euros, c'était le plan en tous les cas Macron-Merkel, vont être aussi des milliards d'euros qui devront être remboursés, qui devront avoir en écho des exigences, répondre à des exigences de l'Union européenne. Est-ce que ça veut dire un impôt européen à terme? Vous savez, moi j'ai été très marqué par le fait que par exemple la CRDS devait s'arrêter en 2023, c'est cette contribution pour le remboursement de la dette sociale. Donc c'est un impôt en fait, et on est en train de voir que finalement cet impôt, il va être pérennisé. On va continuer, les Français vont continuer à le payer. Donc on voit bien qu'il y a quand même derrière ce que demande l'Union européenne, derrière ce que fait ce gouvernement, la tentation quand même d'aller augmenter ou d'aller pérenniser un certain nombre d'impôts pour les Français. Je crois qu'on ne pourra pas en tous les cas relancer notre économie en faisant supporter le poids de celle-ci aux Français. Mais comment on finance cette relance qui va creuser les déficits et la dette? Oui, nous avons proposé la création d'un grand emprunt national qui serait fléché par l'épargne des Français, avec évidemment une mobilisation, une capacité à attirer l'épargne populaire des Français dans cet emprunt, en leur donnant par exemple les mêmes intéressements que les boîtes du CAC 40, et donc à mobiliser l'épargne des Français. Elle est importante, cette épargne, elle s'est d'ailleurs accrue pendant le Covid, et je pense que ce grand emprunt national nous permettrait effectivement d'abord de nous sentir libres, de pouvoir choisir, nous Français, là où nous voulons flécher eh bien cette épargne que nous aurions, cet emprunt que nous aurions levé, plutôt que de dépendre toujours de l'Union européenne dont on a vu la nullité. Allez, on va parler du Ségur de la santé, cette concertation qui s'est ouverte hier avec les acteurs du monde hospitalier pour améliorer les conditions de travail de nos soignants. Édouard Philippe l'a dit, il y aura des hausses de salaire significatives pour les soignants. Cela vous satisfait ? Pas seulement. Moi, je suis toujours très attentif à ce que dit le gouvernement sur ce sujet parce que, vous savez, il nous avait dit qu'il y aurait des primes de 1 500 € pour les soignants. Et puis, on est en train de voir, alors nous, dans le Nord, on a failli passer à la trappe, c'est-à-dire nos soignants ont failli simplement avoir une prime de 500 €. La mobilisation, je dois le dire, des députés du Rassemblement national du Pas-de-Calais et de votre serviteur dans le Nord, également d'autres élus locaux, a permis que cette prime soit évidemment demain distribuée. Il faudra voir également si elle est bien distribuée dans les EHPAD, etc. Mais je pense que l'idée de mieux rémunérer nos soignants dans les hôpitaux est un premier pas. Mais pas seulement. Vous savez, les hôpitaux, c'est 220 milliards à peu près. On se demande parfois où va l'argent. Il y a forcément la nécessité de mieux rémunérer, de rendre plus attractives ces professions, mais je pense également aux manipulateurs en radiologie, aux brancardiers, enfin, il n'y a pas que les soignants directs. Et puis il y a également la nécessité d'augmenter le nombre de soignants. On a appliqué les 35 heures à l'hôpital, mais on n'a pas augmenté le nombre de personnel. Donc évidemment, ça c'est un deuxième levier. Et puis il y en a plusieurs. Repenser la T2A, remédicaliser les directions d'hôpitaux. On a bien vu que la haute administration et l'administration avaient été très gourmandes pendant toutes ces années. Beaucoup d'argent public a été englouti par l'administratif.
Donc vous estimez que l'administration a trop de poids dans le fonctionnement de l'hôpital. Vous proposez de créer des postes de soignants. Ils seraient financés par des suppressions de postes de fonctionnaires dans l'hôpital ? Non, je pense qu'il y a des tas de marges de manœuvre que nous n'avons pas aujourd'hui explorées. Alors évidemment, on voit bien que lorsque le budget de l'hôpital augmente, le budget de la santé augmente, il augmente peu. Il a baissé d'ailleurs ces dernières années, mais la seule augmentation qui a pu exister, c'était celle de l'AME, l'aide médicale d'État. On voit bien que ça, c'est pas supportable. On voit bien qu'il y a des politiques qui n'ont pas été explorées. Par exemple, le prix du médicament à l'unité. Il va falloir qu'on aille dans ces directions-là. La fraude sociale qui doit continuer à être combattue. Tout autant d'ailleurs que la fraude fiscale. Là, on a encore des marges. Et puis la mobilisation du monde de l'assurance. Moi, j'attends que le monde de l'assurance, qui devait fortement se mobiliser pour épauler les collectivités, pour épauler l'État dans les plans de relance, eh bien, il pourrait être mobilisé là aussi dans le cadre d'une politique de la santé. Donc on a des leviers et il faudra traiter ceci aussi avec un plan lié à la médecine de ville. On ne peut pas uniquement traiter l'hôpital d'un côté, faire comme si la médecine de ville n'avait pas besoin de l'autre côté d'un traitement. Alors, cela fait 2 semaines que les Français sont déconfinés progressivement. Il y aura une nouvelle étape qui va être annoncée jeudi par le Premier ministre et il pourrait y avoir un élargissement du rayon de 100 km d'autorisation des déplacements dans chacun des départements. C'est une annonce qu'a fait Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme. Est-ce que cette décision serait bonne ? Est-ce qu'il faut relâcher le déconfinement ? Moi, je crois qu'il faut de la cohérence. Les Français, ils comprennent, ils ont été très disciplinés majoritairement pendant cette crise du Covid, mais ils comprennent les choses à partir du moment où elles sont cohérentes. Vous ne pouvez pas élargir la zone de déplacement de 100 km si, par exemple, vous n'ouvrez pas les parcs et les jardins dans les grandes villes. C'est incohérent. Les gens ne comprendraient pas qu'on puisse aller se balader à 200 km sans profiter, avec des mesures sanitaires, des processus très précis, les parcs et jardins. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est de la cohérence. Il ne faut pas mentir aux Français non plus. Il faut arrêter de leur raconter qu'on fait 700 000 tests alors que la réalité est qu'on fait 300 000 tests et qu'il faut aller beaucoup plus loin dans les tests. Parce que sinon, on va avoir du relâchement et le relâchement peut avoir évidemment des répercussions graves sur ça. Donc une politique cohérente et le gouvernement en a quand même beaucoup manqué. Alors demain, il y aura un débat à l'Assemblée nationale sur l'application Stop Covid, l'application de traçage numérique des citoyens sur la base du volontariat pour casser les chaînes de contamination. Quelle va être la position des députés Rassemblement national ? Nous ne sommes pas acquis à ce Stop Covid et à ce traçage pour, j'allais dire, 2 raisons techniques et une raison presque philosophique. Raison technique, les garanties juridiques nous semblent aujourd'hui insuffisantes. Le stockage des données personnelles qui sera dans les mains des GAFA nous semble poser de vraies questions sur l'aspect juridique. Une question technique, on sait bien que ce sont des processus qui ne règlent pas tout. Il faut que les téléphones soient allumés, il faut du volontariat, il faut une proximité. Tout ça, techniquement, ce n'est pas la panacée non plus. Et puis une question d'ordre philosophique. Est-ce que c'est un pas de plus vers la société que nous souhaitons, dans laquelle la traçabilité, pourquoi pas demain le puçage de l'ensemble de nos concitoyens, eh bien, aurait vocation à être la règle. Moi, je reste très dubitatif sur ça. Alors, si jamais cette application est mise en place, par exemple, le week-end prochain, est-ce que vous, personnellement, Sébastien Chenu, vous téléchargerez cette application Stop Covid ? Non, aujourd'hui, pour les raisons que je viens de vous donner, philosophiques, juridiques, techniques, je ne suis pas disposé à donner l'ensemble de mes données, à faire en sorte que l'ensemble de mes données personnelles puissent transiter dans un tuyau dont je ne connais pas finalement la finalité. Très bien. Une question sur la chloroquine. Je rappelle que le 30 mars dernier, Marine Le Pen demandait la prescription généralisée de la chloroquine par les médecins généralistes pour les patients peu graves du Covid-19. Hier, on a appris que l'Organisation mondiale de la santé stoppait tous les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. Est-ce que Marine Le Pen avait raison de s'engager dans ce débat qui est finalement scientifique ? Oui, bien sûr, parce que la chloroquine pouvait être prescrite et elle l'est d'ailleurs depuis très longtemps. Les médecins ont le droit de prescrire. Il faut bien savoir que dans le serment d'Hippocrate, vous avez ce droit de prescription. Si vous considérez qu'un médicament peut avoir une utilité pour votre patient, vous pouvez lui prescrire. Donc c'est dans ce cadre-là, évidemment, et en faisant confiance à la responsabilité des médecins que Marine Le Pen s'est exprimée. Moi, je crois que derrière ça, cette histoire de chloroquine, moi, je n'ai pas d'avis médical sur la chloroquine, et nous n'en avons pas. Et les études qui sont faites, elles sont que ce soit Discovery, cette fameuse étude européenne qui a du plomb dans l'aile, ou que ce soit la dernière qui est elle-même contestée par le professeur Raoult, derrière, elles ont fait naître des polémiques probablement inutiles. Il y a probablement des cas dans lesquels la prescription de chloroquine au tout début et avant les hospitalisations peut avoir du sens. C'est ce que nous dit le professeur Raoult. Il n'y a pas de raison d'en douter, mais je pense que derrière, on a cherché à flinguer ce grand scientifique pour des questions qui dépassent évidemment celles du Covid. Donc vous êtes derrière le professeur Raoult ? Je ne suis pas derrière le professeur Raoult, je suis derrière ceux qui essayent de sauver la vie des Français. Et moi, j'ai plutôt confiance dans cet homme qui, jusqu'à présent, a quand même donné des preuves
preuve de sa capacité. Alors justement, sur la chloroquine, il y a des chefs d'État dans le monde qui défendent également ce médicament, notamment Donald Trump aux États-Unis, Jair Bolsonaro au Brésil. Qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion de cette crise par ces chefs d'État? Ces chefs d'État ont mal géré, visiblement, d'après ce qu'on en voit, par rapport au ratio population, nombre de morts, etc., aux contaminations, n'ont pas pris la mesure de cette pandémie. Nous, en France, Marine Le Pen, dès le mois de janvier, publiquement, dès le mois de février à l'Assemblée, a alerté les autorités. D'ailleurs, on s'est moqué de nous à l'époque. Mais force est de constater que Bolsonaro et Trump, qui sont, et c'est probablement la difficulté, qui sont des libéraux, au fond, eh bien, n'ont pas pris la mesure de cette pandémie. Alors aujourd'hui, les polémiques se succèdent. Moi, je crois que la vraie solution, les vrais bons comportements adoptés, ils ont été prescrits par Marine Le Pen très tôt. Allez, on va parler des élections municipales, puisque ça y est, la campagne du second tour peut enfin commencer d'ici au 28 juin. Cette date du 28 juin pour le second tour, vous étiez opposé. Ce n'était pas notre option et ce n'était pas l'option non plus, j'allais dire, de Richard Ferrand. Ça traversait évidemment différents courants de pensée. Nous pensions qu'il y avait plus de logique à faire un grand rendez-vous démocratique en mars 2021 en reportant d'1 an cette élection pour la grouper avec les départementales pour plusieurs raisons. Des raisons sanitaires, protéger les Français, mais également des raisons politiques, mobiliser les Français. Maintenant que la date est choisie, il faut y aller. Maintenant que la date est choisie, il faut y aller en étant exigeant. Il faut que le gouvernement se mobilise sur les raisons, les capacités sanitaires à protéger les Français, sinon ils seront inquiets, ils n'iront pas voter. Et puis, il faut informer, multiplier la possibilité de procuration, parce qu'une élection qui aurait 20% d'électeurs ne serait évidemment pas satisfaisante. On va parler de l'enjeu de ce scrutin pour le Rassemblement national. Alors, pour bien comprendre, on va d'abord voir les résultats du Rassemblement national au premier tour, avec notamment les maires Rassemblement national. Plusieurs maires RN ont été réélus au premier tour. On va voir cette infographie avec notamment dans le Nord le maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, qui a été réélu, également à Villers-Cotterêts dans l'Aisne, à Hayange en Moselle, également dans le sud de la France. Voilà, plusieurs villes acquises au RN qui vont rester Rassemblement national, également Béziers. Je précise que Robert Ménard n'est pas membre du parti mais proche du RN. Ça veut dire que la gestion des villes par le Rassemblement national a été plutôt satisfaisante. C'est la preuve par l'exemple. Vous savez, la réélection à 74% de Steve Briouat à Hénin-Beaumont, ou dès le premier tour de David Racheline à Fréjus, ou de Robert Ménard, qui est un de nos partenaires, eh bien, montre que nos gestions municipales, elles ont été largement plébiscitées. On a à peu près 10 maires, 7 ont été réélus dès le premier tour. Donc on voit bien que notre façon de faire fonctionne sur le terrain et on en est très heureux. Il faut aller évidemment au-delà, et c'est vrai que la situation sanitaire a, il faut bien le dire, démobilisé beaucoup d'électeurs, parmi lesquels les nôtres en premier, notamment dans les villes les plus populaires. Et justement, on va en parler notamment des objectifs du Rassemblement national pour le second tour, des objectifs qui pourraient être un peu revus à la baisse. On va voir les villes qui seraient gagnables au second tour par le Rassemblement national. Il y a la commune de Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais, Moissac dans le Tarn-et-Garonne, Vauvert dans le Gard, et puis une plus grande ville, Perpignan, avec Louis Alliot qui fait 35% au premier tour. Ce n'étaient pas les objectifs de départ du Rassemblement national. Les objectifs de départ, c'était d'abord conquérir des villes. Vous avez ici 4 très beaux exemples de villes que nous pouvons conquérir, mais également entrer dans un maximum de conseils municipaux, puisque nous avons un déficit d'implantation. Donc moi, je crois que si nous gagnons ces villes-là, ce sera mission accomplie. Ludovic Pajot, Louis Alliot, Jean-Louis Maisonnet à Vauvert, Romain Lopez à Moissac sont des candidats tout à fait sérieux, et ces villes ont besoin d'eux. Je note qu'à Douchy-les-Mines avec Julien Franquet, à Maubeuge avec Émeric Merlot, on a là de très bons candidats qui s'implanteront sur la durée et qui vont faire entendre une voix différente dans des villes qui en ont besoin. Et donc vous estimez que vous avez été victime de l'abstention dans ce premier tour un peu bizarre juste avant le confinement ? Oui, d'ailleurs, ce n'est pas nous seuls qui l'estimons. Il suffit de regarder les chiffres. Dans les villes populaires, dans les villes où il y avait des enjeux importants, eh bien, beaucoup d'électeurs finalement n'y sont pas allés. Ils ont eu peur et ils ont probablement eu raison d'avoir peur quand on voit le nombre de contaminations. Vous savez, dans le Nord, dans cette ville de Coudekerque-Branche, où 15 assesseurs et responsables de bureaux de vote ont été contaminés, il y avait des risques. Donc les gens n'y sont pas allés. Et il y a eu une prime très forte, et vous l'avez démontré avant, au sortant. Finalement, il y a eu un coup de booster
formidable pour les maires sortants. Et donc, par conséquent, il faut que ce second tour, qui aura lieu 3 mois après, eh bien, ne résonne pas comme finalement une redite, mais soit plutôt un nouveau rendez-vous électoral. Les choses ont changé en 3 mois et il faut que les électeurs rassurés, sécurisés, puissent aller voter. Un mot sur les départements des Hauts-de-France, notamment dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. La conquête qui était prévue pour le Rassemblement national, finalement, elle n'a pas marché. Alors la conquête en termes de villes gagnées, elle n'a pas peut-être été exactement celle que nous attendions, mais en revanche, nous entrons dans tellement de conseils municipaux où nous étions absents. Nous revenons par exemple dans des grandes villes comme Saint-Amand-les-Eaux avec Guillaume Florquin. Nous allons rentrer évidemment encore à Douai. Nous sommes entrés dans la ville de Denain, etc. Nous entrons et nous commençons à structurer ce maillage territorial dont nous avons été absents pendant de longues années. Je note d'ailleurs que nos adversaires de En Marche n'ont pas réussi leur pari. Aucune grande ville n'aura été prise au final par En Marche, probablement en France, à la sortie du second tour. Donc voilà, c'est plutôt une élection qui a été finalement assez stable après ce premier tour. La stabilité. Un mot rapidement, Sébastien Chenu, sur votre ville, Denain. Vous avez été défait dès le premier tour. Comment vous l'expliquez ? La démobilisation, l'absence de mobilisation d'un électorat lié au Covid a été probablement la première source d'explication. Nos électeurs, et je l'ai vu dans les bureaux de vote qui nous sont traditionnellement favorables, nos électeurs n'y sont pas allés. Dans les bureaux de vote qui ne nous sont pas favorables, eh bien, il y a eu le plein fait par le maire sortant. C'est ainsi, ça fait partie du jeu. Je serai avec 4 autres élus au conseil municipal de Denain jeudi pour défendre les Denaisiens. Vous êtes élu de la région des Hauts-de-France également. Est-ce que vous pensez déjà aux élections régionales en 2021, vous personnellement ? Mais moi, personnellement, vous savez, moi, je suis un soldat discipliné. J'y pense dans la mesure où Xavier Bertrand est en échec dans cette région. C'est un homme de communication, c'est un homme de droite. C'est un peu le candidat des chambres de commerce et qui n'a pas démontré sa capacité à solutionner le chômage, à redynamiser notre région. Il a été en échec également, là encore, sur la distribution de masques. Ça ne se passe pas bien parce que faire de la communication, c'est une chose. Résoudre les problèmes des gens, c'en est une autre. Et ça n'a pas fonctionné avec Xavier Bertrand. Et Marine Le Pen serait la bonne candidate pour une revanche de 2015 au régional l'an prochain ? Alors je crois qu'il ne faut pas être dans un esprit de revanche. Je crois qu'il faut proposer un autre chemin. Si Marine Le Pen souhaite s'engager, nous en serons très heureux. Je crois que ce n'était pas son souhait, elle l'avait indiqué. Mais elle sera évidemment présente dans cette campagne des régionales. On va finir par une dernière question qui concerne les violences policières et la polémique autour de la chanteuse Camélia Jordana qui a affirmé ce week-end sur un plateau de télévision, je cite, en parlant de ces Français qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a dénoncé ces propos, mais il ne veut pas entamer de poursuites judiciaires. Qu'en pensez-vous ? Oui, le ministre de l'Intérieur a toujours un peu la main molle lorsqu'il s'agit de défendre ses propres troupes. Moi, je me suis posé la question, Camélia Jordana est-elle une conne, tout simplement, et ses propos dépassent-elles sa pensée, ou est-elle une militante politique, anti-républicaine, anti-flic et je pense que, et c'est ça le problème, c'est que c'est une militante politique qui a des propos qui visent à déconstruire et à faire passer notre police nationale, notre police de la République, pour ce qu'elle n'est pas. Donc elle doit être poursuivie. C'est en tous les cas la nécessité qu'aurait Christophe Castaner à le faire. C'est aussi la possibilité que des syndicats de police puissent enclencher ces poursuites parce qu'ils sont inadmissibles. Notre police est exemplaire. Une bavure, elle est sanctionnée immédiatement quand elle existe et elle ne doit pas exister dans un État évidemment républicain, mais ces propos sont inadmissibles. Merci beaucoup Sébastien Chenu d'avoir été notre invité politique ce matin sur le plateau de Bonjour chez vous. Et demain, à votre place, ce sera François Patriat, le président du groupe La République En Marche au Sénat. Tout de suite, la revue de presse des territoires. La revue de presse des territoires, le meilleur de la presse régionale du jour, concocté pour vous par Fanny Conquis. Bonjour Fanny. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à la une de nos journaux régionaux ? Alors que nous avons actuellement un petit problème technique de son. Fanny, est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que le son va revenir en direct de Marseille ? Toujours pas ? Je vous entends. Ah, le son est revenu depuis Marseille. Fanny, qu'est-ce qu'il y a à la une de nos journaux régionaux aujourd'hui ? Alors, je vous propose de commencer cette revue de presse avec Ouest France et ce titre.
Urgent, le chantier de l'hôpital est ouvert. En effet, le Ségur de la santé débutait hier. Le gouvernement et les partenaires sociaux ont 1 mois et demi pour réformer le système de santé. Plusieurs sujets sont sur la table. La revalorisation des salaires, bien sûr, mais aussi l'organisation du temps de travail, les effectifs, les fermetures de lits ou encore la tarification à l'acte, souvent pointée du doigt. Ces négociations doivent aboutir à un plan qui sera présenté en juillet. Autre secteur en souffrance, les EHPAD. Le bien public consacre sa une et une enquête à cette question qui se pose et qui revient depuis des semaines. Pourquoi autant de morts dans les EHPAD? Le journal rappelle ces chiffres. Mi-mai, on pouvait estimer qu'un tiers des morts du Covid-19 avaient eu lieu dans les maisons de retraite. Alors comment l'expliquer? Absence de masques au début de la crise, manque de tests, gestion par l'ARS. L'enquête sur cette faille majeure de la gestion de la pandémie est à lire ce matin dans Le Bien public. Je vous propose maintenant de regarder la une de la Dépêche du Midi. Édouard Philippe doit-il partir? Il gère la crise depuis des mois, mais fera-t-il les frais du changement de cap voulu par Emmanuel Macron? Si oui, qui pour le remplacer? Et quand faudrait-il remanier? Autant d'énigmes bien difficiles à résoudre. Selon le dernier baromètre Odoxa, le Premier ministre bénéficie d'une cote de popularité bien supérieure à celle du président de la République. Par ailleurs, le profil de son remplaçant est loin d'être évident. Enfin, un remaniement avant l'été semble délicat. Les tractations politiciennes, en effet, pourraient être mal perçues par l'opinion publique alors que la crise du Covid n'est pas encore terminée. Et justement, cette crise du Covid-19, il y a un homme qui pensait avoir la solution. Et il est en une de la Provence, c'est bien sûr le professeur Didier Raoult. Depuis le début de la crise, il vantait les bienfaits de l'hydroxychloroquine et pourtant, une étude remet en cause ce traitement qui non seulement n'aurait pas d'effet sur le virus, mais qui, en plus, pourrait s'avérer dangereux. La réponse de l'infectiologue marseillais ne s'est pas fait attendre. Dans une vidéo, il déclare, je cite, « Je ne vais pas changer d'avis à cause d'une étude foireuse ». On le voit, la querelle scientifique n'est donc pas terminée. Et puis pour finir cette revue de presse, je vous propose de nous projeter un peu sur les vacances. L'été à l'étranger, oui, mais risqué, nous dit le Télégramme. Après 2 mois de confinement, certains ont des envies d'ailleurs. Plusieurs pays européens veulent rouvrir leurs frontières pour les touristes. Mais le gouvernement l'a dit, il vaut mieux privilégier la France. Une avocate spécialisée du tourisme souligne qu'en cas de rebond de l'épidémie, les touristes seront davantage protégés s'ils sont en France en termes d'annulation ou de remboursement du séjour, par exemple. Cependant, 60 millions de consommateurs rappellent qu'il faut bien lire les conditions avant toute réservation. Toutes les informations sur ces vacances d'été à l'étranger sont à lire dans le Télégramme ce matin. Et oui, des vacances bleu, blanc, rouge cet été. Merci beaucoup Fanny pour cette revue de la presse régionale. Tout de suite, le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui, avec notre bande de journalistes, nous parlerons des élections municipales et de l'enjeu pour le parti Le Rassemblement national. Et nous évoquerons le plan de relance du secteur automobile qui va être présenté aujourd'hui par le président de la République, Emmanuel Macron. Nous irons également voir nos partenaires de la presse régionale. Aujourd'hui, nous serons à Saint-Étienne avec TL7, la télévision de la Loire. Et nous serons également à Poitiers avec nos confrères de la Nouvelle République. Dans notre Club des territoires, j'accueille ce matin sur notre plateau Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour. Et puis j'ai le plaisir de retrouver en plateau Pierre Dumazeau. Exactement, bonjour. Directeur de la rédaction de la Lettre de l'Expansion. Bonjour Pierre. Ce club se fait également à distance avec Julien Lécuyer, journaliste à La Voix du Nord. Bonjour Julien Lécuyer. Bonjour messieurs. Alors, le premier thème de ce Club des territoires, il concerne le plan de relance du secteur automobile qui va être présenté aujourd'hui par le président de la République, Emmanuel Macron. On va tout de suite voir un extrait de Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il était interrogé hier dans notre émission Audition publique, en partenariat avec Le Figaro. Il était interrogé sur les contreparties que pourrait demander l'État avec ce plan de relance du secteur automobile. Écoutez. Moi, mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas de site qui ferme. Notre souhait, c'est qu'il n'y ait pas de site et que l'emploi soit maintenu partout. Mais ce n'est pas une condition sine qua non. Mais attendez, vous pensez aujourd'hui que l'État français sera en capacité, sur le long terme, de dire à Renault, vous n'avez pas le droit de fermer tel ou tel site ? Oui, parce qu'il est actionnaire.
Et, oui, mais il est Parce qu'il actionnaire a donné minoritaire. des très grosses aides, 5 milliards de prêts. D'accord, mais je pense très concrètement que ce sont des, si vous voulez, ce sont des promesses de papier. Et que la réalité, c'est quoi? C'est la commande. Yves Tréhard demandait des garanties pour l'emploi en échange d'un plan de relance au secteur automobile. Ce sont des promesses de papier? Oui, ce qui était intéressant, si vous voulez, quand le gouvernement a commencé à parler du plan d'aide à l'automobile, c'est que l'emploi ne figurait pas comme priorité. Les deux priorités dans le discours, notamment de M. Le Maire, c'était la première, c'était localisation, c'est-à-dire faire en sorte que les usines restent en France. Et la deuxième priorité, c'était l'écologie, que Renault se convertisse davantage à la voiture électrique. Et l'emploi n'était pas présent dans le discours de M. Le Maire, qui était un discours qui date de 10 jours. Bon, je pense que la pression aidant et le fait que le chômage partiel s'estompe peu à peu et puis qu'on retourne dans une vie à peu près normale, fait que les syndicats se réveillent, les salariés commencent à reprendre, je dirais, le sens des réalités. Et c'est sûr que l'emploi va devenir une préoccupation majeure. Parce que il est probable qu'on sorte de cette crise avec des centaines de milliers, j'ai pas dit de millions, mais de milliers de chômeurs supplémentaires, et ça va être terrible pour l'État. Le problème pour l'État dans cette histoire, c'est qu'effectivement, dans de nombreuses entreprises, et notamment, c'est vrai aussi à Air France, et notamment à Renault, il est un actionnaire. Il est un actionnaire avec des parts qui ne sont pas très importantes. Donc Renault, 15% du capital. Oui, mais il doit quand même avoir son mot à dire. Et le problème, c'est comment concilier la compétitivité des entreprises et le fait de garder de l'emploi. Je vous citerai un exemple pour être rapide. En 2008, il y a eu une crise très violente et cette crise a amené à ce qu'on pensait pouvoir être le champ du cygne de General Motors. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le président Obama, à l'époque, a nationalisé General Motors. Il a opéré une restructuration complète de l'entreprise. L'entreprise s'en est sortie, mais au prix d'une casse sociale très importante. Il ne faut pas l'oublier. Donc là, on va voir, je pense que l'heure est grave. Pierre Dumazeau, est-ce que Emmanuel Macron doit prendre la même solution que Barack Obama à l'époque, une nationalisation de Renault pour sauver ce constructeur? C'est compliqué à dire. Il y a plusieurs éléments, en tout cas, qu'il faut prendre en compte. Déjà, comme l'a dit Yves Tréhard, effectivement, l'heure est grave. Donc, quand on dit, par exemple, que l'État peut peser dans les décisions de Renault, aujourd'hui, l'État, à mon sens, n'est pas assez fort pour peser dans les décisions de Renault. Il est actionnaire minoritaire et la voix de la France et la voix de l'appareil de l'État n'est pas assez forte. Donc, effectivement, le principal, comment dirais-je, la principale priorité, ça doit être l'emploi, parce qu'on va vers des mois et même, je pense, des années extrêmement difficiles dont personne ne mesure réellement l'impact en termes de chômage, en termes de perte sèche d'emploi. Donc la nationalisation, c'est une solution. Politiquement, c'est extrêmement risqué. Il ne faut pas oublier qu'à la crise économique et à la crise sociale, Emmanuel Macron a rajouté une crise politique. Donc il faut savoir s'il a la marge de manœuvre pour nationaliser et s'il a la marge de manœuvre pour faire autorité et faire entendre ses arguments à Renault. Aujourd'hui, je pense que l'État est trop faible, malheureusement, et que on en est, entre guillemets, réduit à demander gentiment à Renault de rester en France et de ne pas trop licencier. Julien Lécuyer, il y a une réelle inquiétude pour l'emploi dans le secteur automobile. On a entendu le député du Nord tout à l'heure, Sébastien Chenu. Ça concerne également votre territoire, les Hauts-de-France. Alors, évidemment, c'est essentiel pour nous et c'est évidemment, on voit la visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui sur notre territoire dans les Hauts-de-France, dans l'usine Valeo d'Étaples, avec quand même une inquiétude sur le visage, parce que dans notre territoire, on s'en parlait il y a une semaine, c'est quand même 60 à 70 000 emplois que ça concerne. Et rien que sur le site de Valeo Étaples, c'est 1800 salariés. Alors, l'usine d'Étaples, c'est peut-être le contre-exemple, parce que c'est une usine qui est un fleuron du secteur. C'est 9 millions d'alternateurs produits, c'est 1800 salariés. Donc, on sent qu'il cherche le symbole et peut-être une accroche à des futures annonces qu'on recevra cet après-midi, peut-être sur une TVA réduite sur les pièces détachées. Mais en tout cas, ce qui est très important à dire, c'est que chacun des mots prononcés par le président sera
extrêmement écouté dans la région des Hauts-de-France, car ça peut concerner évidemment les usines Renault de Douai, de Maubeuge, qui sont déjà en phase de réorganisation selon les informations qui nous parviennent du groupe Renault, mais ça concerne évidemment PSA Douvrin, où doit s'installer l'Airbus de la batterie pour véhicules électriques. C'est essentiel pour notre tissu industriel. Allez, des Hauts-de-France, on va aller à Poitiers, retrouver nos confrères de la presse régionale. Nous sommes aujourd'hui avec la Nouvelle République et avec Baptiste Bise qui dirige la rédaction départementale de la Nouvelle République dans la Vienne. Bonjour Baptiste Bise. Bonjour. Alors aujourd'hui, dans la Nouvelle République, dans le Poitou, il est question ce matin d'une actualité qui reste dominée par la crise sanitaire du coronavirus. Oui, c'est vrai que ces derniers jours, on a évoqué la présence d'un foyer épidémique dans un hôpital à Loudun, dans la Vienne, avec 23 cas avérés. Dans ce même département, plus de 500 personnes ont été dépistées dans 4 maisons de retraite après la découverte de cas de Covid ces derniers jours. Alors la stratégie est la même à chaque fois depuis le début du déconfinement, des dépistages massifs dès l'apparition d'un nouveau cas. On l'explique encore ce matin dans un article sur les traceurs de cas contacts à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, au sein de brigades qui enquêtent 7 jours sur 7 pour retrouver les personnes avec lesquelles les cas Covid ont été en contact. Dans l'édition des Deux-Sèvres, on en voit l'illustration aujourd'hui, dans l'édition des Deux-Sèvres de la Nouvelle République, dans celle de la Vienne aussi d'ailleurs. Vous apprendrez que l'ensemble du personnel et des élèves de l'École nationale des sous-officiers d'active de Saint-Bexan-l'École va être testé. Ces fameuses brigades sont parties d'un premier cas, un cadre de l'école testé positif le 18 mai. Les 44 personnes identifiées comme personnes contacts ont à leur tour été dépistées et deux autres cas ont été découverts au sein de l'école militaire. Or, pour continuer de traquer le virus, le dépistage de l'ensemble du personnel du site militaire a débuté hier. C'est pas rien, ça représente quand même 1800 prélèvements réalisés. Pour vous donner une idée, c'est plus que sur le porte-avions Charles de Gaulle. Alors aujourd'hui, dans la Nouvelle République, il n'est pas question que du coronavirus, on parle d'autres sujets. Oui, c'est vrai que depuis 2 mois et demi, chaque jour, durant toute la période de confinement, on a tenu nos lecteurs informés de tous les aspects de la crise, sanitaire, économique, sociale, sociétale. On a parlé d'éducation, de conso, des conséquences pour les commerçants, les artistes. Mais nous veillons aussi à proposer d'autres sujets plus légers ou plus heureux à nos lecteurs. Alors ce matin, dans l'édition de la Vienne de la Nouvelle République, c'est Émile qui nous apporte un grand bol de bonheur et d'optimisme. Installé à Poitiers avec son mari et leur petit garçon, ce vidéaste a créé Chez Papa Papou en 2016. C'est une chaîne YouTube dédiée à l'homoparentalité. Il a aussi lancé une série de vidéos d'une dizaine de minutes donnant la parole à des familles homoparentales. Les 16 épisodes en ligne ont déjà été vus plus de 2 millions de fois sur YouTube et sur Facebook. C'est l'histoire de Mathieu et Ludovic, que le petit Pierre appelle papa, et Daddy. C'est celle de Laetitia et Stéphanie, dont les fils, Apollin et Raphaël, aiment dire qu'ils sont une famille arc-en-ciel. C'est celle aussi de Michael et Kevin, les parents de la petite Sacha. Une campagne de financement participatif a été lancée sur le site Ulule pour financer la réalisation de 8 nouveaux épisodes et d'autant de témoignages. Dépêchez-vous si vous souhaitez y contribuer. La cagnotte de parentalité LGBT+, s'achève ce jeudi soir. Alors Baptiste, dans ce club des territoires, on s'intéresse beaucoup à la campagne des élections municipales partout dans le territoire français. Quel est l'enjeu du second tour à Poitiers ? Alors effectivement, on va parler que de Poitiers, parce que dans le Poitou, les autres maires des grandes villes ont été élus dès le premier tour, les maires centristes sortants notamment à Niort et Châtellerault. À Poitiers, on retrouvera le maire sortant dans une triangulaire, il s'appelle Alain Claes, il est socialiste. Il a obtenu 28% des voix au premier tour, et vous en avez peut-être déjà entendu parler au niveau national, puisqu'il a donné son nom à la fameuse loi Claes-Leonetti sur la fin de vie. À sa droite, donc il en est à son 2e mandat, il en brigue un 3e. À sa droite, on trouve le candidat de La République En Marche, il s'appelle Anthony Brottier. Il a lui obtenu 18% des voix et il peut espérer capter une partie de voix du candidat Les Républicains qui a frôlé la barre des 10% au premier tour mais qui n'est pas en mesure de se maintenir. À la gauche du maire sortant socialiste, on trouve une candidate écologiste portée par un collectif de citoyens. Elle s'appelle Léonore Monconduit et elle espère créer la surprise. Il lui faudra pour cela rassembler les électeurs qui avaient accordé leur confiance à une autre liste de gauche radicale et écologiste au premier tour. Elle avait obtenu près de 10% des voix. Ça change tout parce qu'à 9,96% des voix, on n'est pas en mesure de se maintenir. Donc, est-ce que Poitiers basculera, est-ce que Poitiers deviendra comme Grenoble une ville dirigée par les écologistes? Tout cela va dépendre, alors mathématiquement c'est possible, parce que 10 plus 24 ça fait 34, mais il reste quand même une grande inconnue, c'est celle de la participation dans un contexte de crise sanitaire qui peut évoluer
à tout moment. Merci beaucoup, Baptiste, pour votre intervention en direct de Poitiers. On va revoir la une de la Nouvelle République aujourd'hui. La Nouvelle République qui titre aujourd'hui, alors que la une ne s'affiche pas. Baptiste Bise, elle s'affiche sur le Covid et sur la piste des cas contacts. On en a parlé avec les brigades Covid-19. Merci beaucoup, Baptiste Bise. Bonne journée. Alors, on va continuer à parler du plan de relance du secteur automobile. Je voudrais avoir d'abord votre réaction sur ce qu'a dit le député du Nord tout à l'heure, Sébastien Chenu. Il demande que l'État donne des commandes publiques ciblées sur les constructeurs français. Ce serait une solution ? Non, on va savoir, peut-être des commandes publiques, ça peut être une chose, mais il y a une autre chose qui me paraît importante, c'est l'histoire des primes qui seront accordées aux bonus, qui seront accordées aux acheteurs. Alors, il y a deux types de primes. Il y a les primes qui portent sur les véhicules électriques et hybrides. Le bonus écologique. Bonus assez important. Et puis celles qui portent sur des moteurs thermiques, qui est un peu moins importante. Est-ce que la conditionnalité de ce bonus ou de cette prime sera attachée justement à l'achat d'un véhicule de marque française ? Ça s'est déjà produit par le passé. Hein. On verra. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir, parce qu'il va y avoir quand même un appel d'air, je pense, important avec cette facilité qui va être donnée aux acheteurs. Est-ce qu'elle sera sous condition ? Et voilà. Après, la commande publique, certes, on peut imaginer que le secteur public renouvelle son parc automobile et l'électrifie davantage. Peut-être, ça pourrait être intéressant. Est-ce que ça sera suffisant, tout ça, pour faire en sorte que les constructeurs français, il n'y en a que deux d'ailleurs, soient davantage, je dirais, en bonne situation dans la concurrence internationale, j'en n'en sais rien. Allez, on va passer au deuxième thème de ce club des territoires qui concerne les élections municipales. On vient d'en parler à Poitiers. On va s'intéresser aujourd'hui à l'enjeu du scrutin pour le Rassemblement national, puisque j'étais tout à l'heure avec le député du Nord, porte-parole du RN, Sébastien Chenu. On va l'écouter sur l'enjeu de ce scrutin pour le Rassemblement national. La conquête en termes de villes gagnées, elle n'a pas peut-être été exactement celle que nous attendions, mais en revanche, nous entrons dans tellement de conseils municipaux où nous étions absents. Nous revenons par exemple dans des grandes villes comme Saint-Amand-les-Eaux avec Guillaume Florquin. Nous allons rentrer évidemment encore à Douai. Nous sommes entrés dans la ville de Denain, etc. Nous entrons et nous commençons à structurer ce maillage territorial dont nous avons été absents pendant de longues années. Je note d'ailleurs que nos adversaires de En Marche n'ont pas réussi leur pari. Aucune grande ville n'aura été prise au final par En Marche, probablement en France, à la sortie du second tour. Donc voilà, c'est plutôt une élection qui a été finalement assez stable après ce premier tour. Alors, pour bien comprendre la situation, on va d'abord voir les résultats du Rassemblement national au premier tour de ces élections municipales, avec plusieurs maires RN qui ont été réélus dès le premier tour. On va voir avec notamment le maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, qui a été réélu dès le premier tour. Alors non, ça c'est la mauvaise infographie. En tout cas, plusieurs maires du RN ont été réélus. Ça veut dire que la gestion du Rassemblement national au niveau municipal est plutôt bonne. S'il y a réélection, c'est les électeurs qui ont parlé. Donc apparemment, c'est que c'est pas si mauvais que ça si les maires sont réélus dès le premier tour, qu'importe l'étiquette d'ailleurs. Pour le Rassemblement national, Sébastien Chenu l'explique, il y a un double défi. Gagner de nouvelles villes, on pense forcément tout de suite à Perpignan qui serait un gros symbole pour le RN, et structurer des groupes d'opposition dans les conseils municipaux et entrer dans les conseils municipaux. C'est le second défi pour le Rassemblement national, là où effectivement En Marche n'arrive toujours pas à faire ça. Donc il y a ce double défi du RN pour les municipales. Julien Lécuyer, il y avait un défi pour le Rassemblement national, c'était de conquérir d'autres villes dans les Hauts-de-France. Finalement, ça n'a pas été vraiment le cas. Oui, j'entendais les propos de Sébastien Chenu qui admettait certes une déception, mais qui semblait quand même optimiste. Moi, je crois lire quand même dans les résultats du Nord-Pas-de-Calais que c'est quand même une vraie déception pour le Rassemblement national qui, au regard de ses précédents résultats en 2014, pouvait espérer et s'aimer bien plus dans le bassin minier notamment, et puis évidemment dans le Maubeugeois où Sébastien Chenu est présent à Denain. Il y a sa défaite quand même qui est assez étonnante. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi sévère à Denain.
Bénin, mais il y a aussi des échecs dans le bassin minier qui n'ont pas permis au Rassemblement national de conquérir notamment l'agglomération de d'Hénin-Carvin, alors qu'il partait d'un beffroi Hénin-Beaumont avec un gros capital, puisqu'il faut le rappeler quand même, Steve Briouat a été réélu avec 74% des voix. 74% des voix, donc c'est énorme, et on pouvait présupposer qu'ils allaient pouvoir, à partir de ce bastion, se disséminer dans la plupart des villes autour. Ce n'est pas le cas, et j'observe aussi que, certes, ils ont encore des espoirs sur la ville de Bruay-la-Buissière avec le candidat Ludovic Pajot, mais du fait de l'alliance qui va se former au second tour, il est quand même peu probable que le candidat Rassemblement national l'emporte le 28 juin. Il y aura peut-être donc un front républicain face au Rassemblement national. Tiens d'ailleurs, Yves Tréhard, on ne parle plus de ce concept de front républicain en ce moment, qui était d'actualité il y a quelques années, on n'en parle plus beaucoup. Bah non, puisque Audiard est à la mode, donc tout ça a éclaté façon puzzle, si je puis dire. Audiard, c'était les 100 ans de sa naissance, il n'y a pas très longtemps. Non, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que chaque parti joue dans son couloir, il n'y a plus tellement d'alliances, c'est passé de mode, le Front républicain, le paysage politique est extrêmement éclaté. Et ce qui est intéressant, vous avez deux grands perdants dans ces municipales, c'est le Rassemblement national et la République en marche. Alors, ils perdent. Perdant n'est pas le bon mot d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas en situation, ils n'avaient pas beaucoup de villes. Le Rassemblement national a conforté les villes où il était, mais il comptait en gagner beaucoup plus que ça. Il n'a pas gagné. Alors, l'argument qu'on connaît, c'est aussi l'argument de la République en marche. Oui, mais on a gagné des conseillers municipaux, mais tout le monde s'en moque. Enfin, je veux dire, c'est une vaste blague, ça. Même si vous pouvez espérer que quelques-uns fassent leur trou pour un scrutin à venir. Mais, et la République en marche partait de zéro, elle. Donc, c'est quand même les deux grandes déceptions pour chacun de ces deux partis, c'est que ces élections municipales, finalement, on va s'apercevoir d'une chose, c'est qu'elles font ressurgir le clivage gauche-droite que le président de la République voulait gommer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, elle permet à la droite de se refaire une santé, de se sentir un peu plus établie. Et c'est vrai qu'elle avait un tissu d'élus locaux qui était quand même très important, le premier de France. Et à la gauche de faire plutôt bonne figure d'ailleurs, et d'une certaine façon aussi de se rapprocher les uns des autres, alors que c'était vraiment, ils avaient tous la dague dans le dos pour tuer le voisin. Donc là, on sent qu'il peut y avoir une petite dynamique à gauche qu'il faudra observer. Pierre, un mot sur Perpignan, car ça peut être quand même une grande ville qui pourrait être conquise par le Rassemblement national. Oui, ça peut être une grande ville conquise par le RN et par Louis Alliot. C'est évidemment un symbole comme l'était Béziers lors des dernières municipales. Donc oui, c'est important pour le RN qu'il y ait des villes symboles, des grosses villes comme ça. Et effectivement, celle de Louis Alliot, Perpignan, en fait partie. Donc oui, c'est un symbole. Surtout qu'il n'a pas fait campagne avec le RN dans le dos. Il a fait campagne sur son nom. C'est aussi une des grandes particularités. Exactement. Ça. Julien Lécuyer, Perpignan, ça pourrait être un beau symbole ? Ah, évidemment, c'est même, on va dire, ce serait la victoire à revendiquer par le Rassemblement national au 28 juin. J'observe d'ailleurs que Louis Alliot, au contraire de son parti, est très favorable au maintien du second tour avant l'été, pour des raisons stratégiques. C'est qu'il est en position de force par rapport aux autres candidats qui n'arrivent pas à s'entendre et qui ou voire même en quadrangulaire, ce qui favoriserait évidemment le candidat Rassemblement national. Et Louis Alliot le sait bien et veut surfer sur cette dynamique, à la différence de Sébastien Chenu, qui sent bien que dans le Nord, en tout cas, les sortants feront la bonne affaire pour un second tour le 28 juin, et qu'il vaudrait mieux, dit-il, pour oxygéner la démocratie, mais surtout pour oxygéner le Rassemblement national, faire un second tour l'année prochaine. Ce sera hélas pas le cas, sauf épidémie et un rebond évidemment.
Alors, dans cette campagne municipale, il y a quand même un contexte national qu'il ne faut pas oublier et une perte de confiance dans le président de la République, Emmanuel Macron. Après 2 mois de confinement, de crise sanitaire, on va voir l'état de la confiance des Français dans le président de la République, Emmanuel Macron, avec sa cote de popularité et ce sondage Odoxa réalisé pour nos confrères de la presse régionale, également pour France Inter et l'Express, et cette chute de 7 points de la popularité d'Emmanuel Macron au mois de mai. Yves Tréhard. Oui, bon, c'est le Premier ministre. Alors, vous savez, il y avait 2 partis à l'exécutif dans la gestion de cette crise. Vous aviez le parti de l'audace, qui était celui d'Emmanuel Macron. Audace de bon ton ou de mauvais ton, je ne sais pas. Ça c'est. Et puis, vous aviez le parti, je dirais, d'une espèce d'inquiétude assumée, assez rigide, qui était la figure d'Édouard Philippe. On sait que ça ne s'est pas très bien passé entre eux, d'ailleurs, sur plusieurs sujets. Bon, les Français font davantage confiance. Mais vous savez, les Français, ils sont paradoxaux parce qu'ils font davantage confiance ou ils ont plus de sympathie, peut-être. Ils estiment que Édouard Philippe a été peut-être meilleur dans cet épisode-là. Et d'un autre côté, ils n'arrêtent pas de crier parce qu'ils veulent sortir, ils veulent que les bars ouvrent, ils veulent refaire Embrassons-nous Folleville comme avant, quoi. Donc, vous savez, tout ça, c'est quand même assez particulier. Donc, je crois qu'il y a un épisode qui a quand même fait extrêmement mal. Alors là, pour le coup, à tout le monde, dans la classe politique et notamment, évidemment, à l'exécutif, c'est celui des masques. Ça, c'est évident. Ouais. Pierre, justement, vous parliez d'Édouard Philippe. La cote de popularité d'Édouard Philippe reste plutôt stable à 46%, alors que le président de l'autre côté chute. C'est-à-dire que, pour rester courtois, c'est le début des ennuis pour le chef de l'État. S'il y a remaniement, ce qui semblerait être quand même le scénario vers lequel on s'achemine, l'exfiltration d'Édouard Philippe, son départ au Havre, s'il gagne le Havre, et il y a de fortes chances qu'il gagne, ça peut devenir pour Emmanuel Macron un problème politique. Et là, ça commence à être compliqué, parce que Édouard Philippe, depuis le Havre, dégagé de la lourdeur qu'est Matignon, eh bien, sa parole prend une toute autre saveur. Il vient de LR, il n'est pas en marche. Il le dit d'ailleurs. Donc pour Emmanuel Macron, ça peut être compliqué parce qu'il ne pourra plus non seulement avoir un contrôle d'Édouard Philippe et de sa parole, et aussi parce que en général, quand il y a une prise de recul, de retrait, qu'on revient dans le local, les cotes de popularité ne font qu'augmenter. Donc certains spéculent déjà sur les ambitions futures, à 5 ans ou 10 ans d'Édouard Philippe. Allez, on va aller à Saint-Étienne retrouver nos confrères de la télévision locale TL7, la télévision de la Loire, avec un très beau fond. Et on retrouve Marianne Ray, la rédactrice en chef de TL7. Bonjour Marianne Ray. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, très bien. Alors on va faire d'abord un rapide point de situation sur l'épidémie dans votre territoire. Eh bien, écoutez, dans le territoire, comme un peu partout ailleurs, il y a un vent de liberté qui souffle après la vague de l'épidémie à la mi-avril, avec aujourd'hui, la vie reprend son cours petit à petit. On est passé sous la barre des 50 personnes en réa, avec 31 personnes au dimanche 23 mai et 230 personnes hospitalisées. Donc vous le voyez, on souffle ici dans le département de la Loire comme partout en France. Et il y a également une reprise de l'école dans le département ? Oui, exact. Depuis le 12 mai, les écoles ont rouvert dans le département de la Loire, alors avec des mesures sanitaires très strictes, pas plus de 15 élèves par classe. Ce sont les niveaux charnières qui sont rentrés, à savoir donc la grande section, le CP, mais aussi les CM2 qui sont rentrés donc dans le département. Mais une rentrée qui finalement s'est fait petit à petit, puisque sur Saint-Étienne, seulement un élève sur 2 est rentré à l'école la semaine du 12 mai. Ce sont un peu moins d'1 millier d'élèves sur les 12 500 que peuvent accueillir les écoles stéphanoises. Donc vous le voyez, les parents sont restés assez prudents, à voir si au mois de juin, les élèves retourneront plus massivement à l'école. En tout cas, la première quinzaine de mai a été plutôt timide. Alors Marianne, vous faites également un zoom sur les pistes cyclables provisoires qui ont été créées à Saint-Étienne pendant cette crise sanitaire.
Et oui, pour répondre à l'urgence sanitaire pendant le confinement et encore maintenant, des pistes cyclables provisoires ont été créées à Saint-Étienne et sur son agglomération. 30 km de pistes donc éphémères ont été créées. Ce sont des parcours balisés en fait, en plein milieu des avenues stéphanoises. Alors, ce n'est pas du goût de tout le monde. Cette initiative donc de la mairie, du maire de droite Gaël Perdriau, a été critiquée notamment sur les réseaux sociaux parce qu'elle ne laissait très peu de place aux automobilistes. Et puis, bon, finalement, avec l'habitude, les automobilistes et les cyclistes cohabitent donc sur ces grandes avenues stéphanoises. Le but était de libérer justement les trottoirs pour les piétons pendant la période de confinement et post-confinement. Pour l'instant, c'est une expérimentation, mais l'initiative pourrait être reconduite si l'expérimentation s'avère positive. Donc, à voir si cela perdure ici à Saint-Étienne. Mais en tout cas, voilà, 30 km de pistes provisoires qu'on a pu tester d'ailleurs, nous, dans nos éditions du journal. Et effectivement, cyclistes et automobilistes se partagent réellement la route. Ils parlent même d'une autoroute cycliste, certains cyclistes. Donc voilà, c'est plutôt positif, en tout cas pour les personnes qui aiment pratiquer le vélo, et sachant qu'à Saint-Étienne, c'est pas toujours évident de faire du vélo parce que c'est assez vallonné comme ville. Marianne Ray, faisons un point sur les élections municipales à Saint-Étienne et dans le département de la Loire. Alors, dans le département de la Loire, il y avait 323 communes qui étaient amenées donc à voter pour réélire, renouveler leur maire. Sur les 323 communes du département, 25 seulement doivent organiser un second tour. Donc, vous le voyez, beaucoup de maires ont été réélus dès le premier tour des élections municipales, donc le 15 mars dernier. Et à Saint-Étienne, c'est une ville qui fait partie donc de ces communes qui doivent organiser un second tour. À la sortie des urnes, c'est une triangulaire qui a été marqué avec le maire sortant, Gaël Perdriau, le maire de droite, avec sa liste qui a été largement en tête devant la liste de gauche de Pierrick Courbon, Saint-Étienne demain, et le candidat d'Europe Écologie Les Verts aussi s'est maintenu au second tour. Seulement au second tour, effectivement, c'est plutôt une union entre les deux listes de gauche qui s'annonce. Pierrick Courbon qui a réalisé 21%, un peu plus de 21% des voix, qui devrait donc s'allier avec le candidat donc d'Europe Écologie Les Verts, Olivier Courbon, qui lui a réalisé 12,4% des voix donc au premier tour. Et je le disais, donc le maire de Saint-Étienne, lui, est arrivé largement en tête avec plus de 45% des voix. Quant à la candidate, c'est la seule candidate du Rassemblement national, Sophie Robert, elle ne se maintient pas, elle réalise difficilement les 10% au premier tour. C'est une réelle déception pour la candidate du Rassemblement national à Saint-Étienne, et je ne parle pas du candidat soutenu par La République En Marche qui réalise à peine les 5%, 4,7%. Ah, le signal... Le signal est en train de nous lâcher. Je vous entends très bien, Merci beaucoup Marianne Ray. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de TL7, la télévision de la Loire, en direct de Saint-Étienne. On va maintenant voir les unes de vos publications respectives, messieurs, avec d'abord la une du Figaro aujourd'hui sur les faillites, les plans sociaux, ce choc que la France redoute. Yves. Oui, c'est ce que, effectivement, vous savez, c'est la deuxième vague, là. Il y a la deuxième vague redoutée sur le plan sanitaire qui, j'espère, n'aura pas lieu. Mais en revanche, la deuxième vague de la crise en général, qui est une vague économique, sociale, elle, on aura du mal à y échapper. Et malheureusement, il va falloir limiter la casse au maximum. Et ça ne va pas durer quelques mois seulement. Ça va durer vraisemblablement beaucoup de temps. Ça risque de mettre pas mal le pays sans dessus-dessous. Et comme beaucoup d'autres pays dans le monde, d'ailleurs. Julien Lécuyer, la une de La Voix du Nord est aujourd'hui un peu plus positive. C'est sur les grandes vacances réservées. Quel est le bon plan? C'est ça? Oui, tout à fait. On essaye de comprendre la location dans la région.
C'est vrai que la limitation à 100 km des déplacements a provoqué une flambée des demandes dans la région. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle pour le tourisme régional. C'en est moins pour les clients qui doivent finalement se retourner au dernier moment et c'est très compliqué à voir. Donc encore une fois, je pense qu'il reste des places. Donc messieurs, si vous en êtes d'accord, abandonnez le sud et venez sur la Riviera du Nord. Avis aux amateurs de la Riviera du Nord. Rapidement, Pierre Dumazeau, la lettre de l'expansion de cette semaine intitulée « Un peu moins flou ». Un peu moins flou pour le scrutin municipal qui se précise et pour les suites politiques à suivre, un peu moins flou aussi. Ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de flou sur la suite politique à donner à tout ça. Et grâce à ce Club des Territoires, on espère que vous y voyez un peu plus clair sur cette campagne des municipales. Merci messieurs. Merci à vous. C'est à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Demain, à 8h, je recevrai François Patria, le président du groupe La République En Marche au Sénat. Et puis, rendez-vous aujourd'hui à 18h pour notre émission de débat Allons plus loin, présentée par Rebecca Fitoussi. Très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.